Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Tosolana Miv, une émission d'éducation, de sensibilisation et de conscientisation. Nous voilà encore une fois devant vous pour partager avec vous l'actualité congolaise, parce que cette actualité est en train de faire bouger le monde congolais aujourd'hui, et qui parle du monde congolais parle du monde africain, parce que les grandes choses se font en Afrique, les grandes choses se font au Congo aujourd'hui, avec notre nouveau président Félix Tshisekedi, qui fait parler de lui-même, que ce soit par tous ceux qui le soutiennent que par ses détracteurs, qui sont d'ailleurs nombreux. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'urgence sanitaire qui tourne le monde entier avec la Covid-19. Cette Covid-19 qui montre au monde entier aujourd'hui combien nous sommes dépassés, mais les États sont en train de prendre des mesures pour que nous puissions contrecarrer cette maladie invisible, cette guerre invisible lancée au monde entier, et l'Afrique ne reste pas en arrière par rapport à cela. J'ai avec moi Yali Toumbake, analyste politique très connu ici dans les milieux canadiens, de la diaspora canadienne, mais aussi congolaise, qui a l'habitude de faire de multiples analyses très pertinentes et très sérieuses. Aujourd'hui, ça va être lui notre interlocuteur, mais avant cela, laissez-moi remercier tous ceux qui ont l'habitude de suivre Miv la Grande Royale dans Miv Groupe Le Rocher. Vous pouvez continuer à vous abonner sur notre chaîne YouTube Miv Groupe Le Rocher, comme vous le faites déjà, et je vous en remercie sincèrement, parce que tous ceux qui sont soucieux de l'éducation, de la sensibilisation, de la conscientisation, n'ont pas besoin d'être mobilisés à tout moment pour aller eux-mêmes s'abonner sur ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui est vrai et ce qui est un. En même temps, je remercie également tous ceux qui adhèrent volontairement à notre projet d'investissement que nous avons nommé Fonds des Patriotes Africains, de manière à ce que nous cessions de nous tourner chaque fois auprès des autres, auprès des étrangers, auprès des Occidentaux, pour poser nos problèmes. À nos problèmes, nos solutions. C'est la raison majeure de la création de notre fonds d'investissement que nous avons appelé Fonds des Patriotes Africains. Donc c'est un projet d'investissement, ce n'est pas un projet caritatif où nous demandons à chaque personne de verser 5 $ par mois pour ce projet, et chaque personne finalement arrivera à un montant de 60 $ par an ou 300 $ pour 5 ans, parce que nous avons établi notre projet à une échéance de 5 ans avec l'objectif d'obtenir 1 milliard de dollars dans notre fonds et atteindre au moins 10 000 Africains qui vont y adhérer. Nous allons nous asseoir finalement pour décider dans un premier temps quel projet nous lançons. Les idées, nous les avons déjà lancées dans le premier jet de vidéos que nous avons fait. Si vous allez sur notre site, dans la playlist Fonds des Patriotes Africains, vous allez trouver cette vidéo explicative de ce grand projet qui devrait emballer tout Congolais, tout Africain, tout patriote. Alors, on ne va pas s'attarder, je vais revenir avec une autre vidéo pour répondre aux questions qui m'ont été posées jusque-là et faire le compte rendu du premier lot d'argent que j'ai déjà recueilli. Et donc pour ça, je dis merci à tous ceux qui ont déjà adhéré à ce projet. Yali Toumba, bonjour. Bonjour, mi-vive la Grande Royale. Je te remercie, Ali, pour avoir répondu présent à cette invitation. Je sais que je peux toujours compter sur toi, donc je me tourne vers toi pour pouvoir nous guider dans l'analyse que nous allons effectuer en ce moment-ci. Pour commencer, Yali Toumba, compte tenu de l'état d'urgence décrété en République démocratique du Congo par le président Félix Tshisekedi, les multiples procédures judiciaires que nous voyons aujourd'hui, avec les arrestations multiples également, notamment la fameuse qui est celle de Vital Kamerhe, qui fait couler encre et salive chez nous.
Je reprends donc ma préoccupation, Yali, compte tenu de l'état d'urgence décrété et les multiples procédures que nous voyons aujourd'hui dans notre pays, ne violent-elles pas les mesures barrières contre le Covid-19? Oui, merci beaucoup. D'abord, je nous encourage tous à nous protéger les uns les autres pour ne pas continuer, n'est-ce pas, à répandre la pandémie. Nous devons nous protéger et puis protéger les nôtres, rester à la maison le maximum possible et ne sortir que quand c'est extrêmement urgent. Alors, aussi mes sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches suite à cette pandémie. Tout à fait. Mais j'aimerais répondre à la question en disant ceci, que la justice ne peut pas s'arrêter de fonctionner et le pays ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Même si on est dans un état d'urgence, c'est qu'il y a des services non essentiels qui doivent évidemment s'arrêter, mais il y a des services qui doivent continuer. Et les pharmacies, les hôpitaux notamment, les alimentations, les marchés et surtout la justice. Parce que l'être humain continue de fonctionner, de commettre des délits. Il faudrait que la justice continue aussi. Mais ce qui brise les mesures barrières, c'est plutôt la non-application des consignes. Quand on dit qu'il faudrait 20 personnes, pas plus de 20 personnes, il ne faut pas vous accrouper à 20 personnes, ça, il faut que les gens respectent. Quand on convoque une personne ou deux personnes à la justice devant 3 magistrats, cela n'enfreint pas les mesures barrières, ne brise pas les mesures barrières, mais seulement quand les politiciens sensibilisent les leurs, la base pour venir s'attrouper devant le parquet, là, ça devient dangereux. Donc, il faudrait que la justice, il faudrait que la police fasse son travail justement pour empêcher ces genres d'attroupements. On empêche les églises de se rassembler, on empêche les deuils, et c'est la même chose qu'on peut empêcher que les gens viennent s'attrouper devant les cours et tribunaux. Merci beaucoup, Yali. Effectivement, mon point était justement à ce point, si je dois me permettre la tautologie. Nous voyons dans les vidéos justement comment les gens s'attroupent, comment les gens sont en train de courir derrière, devant justement la justice pour aller soutenir les leurs qui doivent répondre devant les tribunaux. Mais on ne voit pas non plus vraiment l'action des policiers, on ne voit pas, on n'entend pas non plus des mesures de nos policiers, des chefs de commandement par rapport à cela. Est-ce qu'il y a moyen de marteler encore ce message que tu viens de lancer, si ça peut leur parvenir? Parce qu'il en va de la vie des gens. Parce que déjà, nous sommes une population pauvre. Tout le monde a peur que la Covid-19 n'atteigne l'Afrique d'une manière flagrante. Mais avec ces convocations et cette population qui semble être têtue, est-ce qu'il y a moyen de marteler le message? Oui, évidemment, parce que il faut comprendre aussi, nous sommes en retard sur plusieurs plans, notamment le plan de la communication aussi. Nous connaissons comment travaillent nos policiers. Quand on leur demandera de réprimer, ils vont exagérer et il risque d'y avoir mort d'homme. Donc c'est pour cela que moi je salue beaucoup plus l'approche communicationnelle, l'éducation, la sensibilisation. Donc il est important qu'on puisse faire comprendre aux gens. Mais ces gens-là obéissent à un leader. Ces gens-là obéissent à un mot d'ordre politique que le parti politique concerné, on parle bien de l'UNC et de son chef, M. Vital Kamerhe, qui fut le directeur du cabinet du chef de l'État. Bon, il l'est encore, je n'ai pas lu un document les destituant, quoique on vient de nommer AI, un directeur de cabinet AI assumant l'intérim. Donc,
c'est à lui de dire à ses partisans de ne pas aller s'attrouper. Nous savons comment les partisans sont en Afrique. Hein. Ils obéissent parfois au doigt et à l'œil. Quand les leaders, comme on les appelle là-bas, ils disent, donc il suffit que Vital Kamerhe dise à ses partisans de rester à la maison, de ne pas sortir, ils vont obéir. Pour l'instant, certains les font par excès de zèle et aussi par loyauté. Hein, on peut leur reprocher ça en ces temps où la pandémie, où plusieurs qui étaient là aujourd'hui sont peut-être en train de souffrir parce que le temps d'incubation est de 14 jours. C'est après 14 jours qu'ils ressentiront les effets de cette erreur. Tout à fait. Merci Ali. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes à l'écoute de votre émission Tosso la Namive. Aujourd'hui, nous allons parler de l'état d'urgence sanitaire en RDC. Nous en parlons déjà. Et notre question majeure, c'est que la récréation en RDC, est-ce que ça va prendre fin? Est-ce que c'est une occasion pour le président Félix, justement, de mettre fin à la récréation avec cet état d'urgence sanitaire qu'il a décrété? Donc, nous sommes déjà en train de répondre à ces préoccupations. La première question, nous l'avons posée à Yaya Ali, qui est notre invité, analyste politique, dramaturge connu dans nos milieux congolais et canadiens où il évolue présentement. La deuxième question que nous allons poser à Yaya Ali avant de revenir sur la dernière et la question capitale, c'est celle-ci, Yaya Ali. L'attitude de M. Alexis Tambwe Mwamba, qui est président du Sénat, cette attitude qu'il affiche aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de vouloir convoquer le congrès, il est en train de susciter des débats dans les réseaux sociaux, dans les milieux médiatiques. On parle de lui. À un moment donné, il s'est même ridiculisé lui-même parce qu'il a fallu finalement que la Cour constitutionnelle tranche sur cette question qui devait avoir une réponse en soi. Mais bon, nous y sommes là-dedans, Yaya Ali. Il est en train de vouloir convoquer le congrès qui comprend justement le Parlement et le Sénat. Cette attitude, Yaya Ali, ne conforte-t-elle pas la théorie selon laquelle il y aurait un deal? Pourquoi s'obstine-t-elle, pourquoi M. Alexis Tambwe s'obstine-t-il tant à ne pas obtempérer les mesures du président de la République? Est-ce que cette manière de faire conforte la théorie du deal? Oui, merci Mivis pour la question. Moi, je pense de prime abord que c'est le contraire. Donc, le fait qu'il y ait une contradiction majeure entre le président de la République et le président du Sénat, cela montre justement qu'il n'y a pas de deal. Parce que s'il y avait des deals, ils iraient dans la même direction. Il n'y aurait pas de contradiction majeure. Mais là, on sent vraiment que c'est frontal. Hein, c'est frontal et c'est un affront aussi que le président du Sénat essaye de faire au président de la République. Mais c'est des bonnes guerres. Ça devient un peu plus politique que juridique. Parce que la Constitution est très claire là-dessus. En son article 85, comme nous l'avons tous lu, hein, je ne suis ni constitutionnaliste, ni, comment on dit, ni juriste. Hein, nous avons tous lu, mais on dit nul n'est censé ignorer la loi. Donc tout intellectuel se doit de se cultiver, se doit de lire. Et tout enfant du Congo doit comprendre la constitution de son pays. En son article 85, la Constitution dit qu'en cas de situations justement qui menaceraient le pays, hein, j'ai dit en substance, hein, je ne suis pas en train de le lire, le président de la République décrète l'état d'urgence ou l'état de siège en concertation avec le Premier ministre, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée, les deux présidents des chambres hautes et chambres basses. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Donc le président l'a fait
Et puis, il a pris la décision de déclencher, n'est-ce pas, de déclarer l'état d'urgence. Okay. Maintenant, dans le cadre de la Constitution, dans cet article-là 85, on dit aussi qu'une fois que le président déclare l'état d'urgence, les deux chambres se réunissent. Alors, la chambre haute et la chambre basse doivent se réunir. Mais on est dans un cas particulier. Ici, il s'agit de Covid-19. C'est-à-dire que dans la déclaration de l'état d'urgence, le président dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des rassemblements de plus de 20 personnes. Mm-hmm. Or, rien que l'Assemblée nationale, c'est 500 personnes, vous voyez. Donc, déjà, réunir les gens, ça enfreint, ça violerait justement l'ordonnance du président de la République. Mais la Constitution dit qu'en cas de déclaration d'état d'urgence, la chambre haute et la chambre basse doivent se réunir. Mais la Constitution ne dit pas qu'ils doivent se réunir ensemble non plus. Donc on dit chaque chambre. C'est-à-dire que l'Assemblée doit se réunir et le Sénat aussi doit se réunir. Mais c'est que Alexis Tambwe-Mwamba a essayé de faire, c'est de dire que c'est le Congrès. Donc les deux chambres réunies. Déjà, les chambres séparées, ça complique l'application de l'ordonnance du président de la République. Et les mettre encore les deux dans une même salle, ça rendrait la situation ingérable sur le plan sanitaire. Mais là, ils parlent qu'ils vont nettoyer, désinfecter le Parlement. On a vu les images, les photos pour désinfecter. Et il explique qu'il va mettre les gens à distance et tout ça. Bon, moi, je connais très bien la salle du Palais du Peuple parce que j'y ai passé presque toute ma jeunesse en tant qu'élève à l'Institut Salongo de Bandal à aller faire des déclamations de poèmes, des pièces de théâtre là-bas. La salle qui nous servait d'ailleurs à faire éclore la culture congolaise. Ils l'ont confisquée au lieu de construire leur propre parlement ailleurs et ils ont pris le Palais du Peuple comme leur chambre haute et chambre basse. Mais je connais très bien cette salle-là, je sais comment les sièges sont disposés. Ça sera difficile de ne pas se contaminer en se mettant à 500 personnes dans cette salle. Est-ce que c'est leur père diem qui leur manque? Mais lui n'est pas non plus membre de l'équipe des ripostes. Il devait tout au moins voir ça avec l'équipe des ripostes pour prendre des mesures nécessaires. Mais est-ce que ce congrès, déjà la Constitution à son article 85 ne parle pas du congrès, mais on parle de chaque chambre. Bon, maintenant, est-ce que c'est utile pour l'instant? On ne parle pas de guerre, on n'est pas attaqué. Il s'agit d'une maladie, d'un ennemi invisible qui vit déjà au milieu de nous. Covid-19. Est-ce que c'est nécessaire de pouvoir réunir les gens pour faire quoi? Pour décider de quelque chose qui a déjà été décidé. Et la Cour constitutionnelle vient de valider la décision du président. Voilà, Yali, merci. Yali, merci beaucoup. On va encore aller plus rapidement, puisqu'il nous reste juste une dizaine de minutes. Mais pourquoi cette obstination de ce Tambwe-Mwamba? Il s'obstine de cette manière, pourquoi? Pourquoi il n'obtempère simplement pas? Il faut comprendre que tout ça vient dans la foulée des arrestations qui se passent en ce moment. J'ai parlé tout à l'heure du directeur du cabinet, directeur de cabinet du chef de l'État, qui est incarcéré, et la liste est longue. Donc on commence à arrêter les gens. Et Tambwe-Mwamba est un politicien. Il est piètre juriste parce qu'il a démontré, mais il est fin politicien. Il ne faut pas sous-estimer M. Alexis Tambwe-Mwamba parce qu'il a survécu à Mobutu, il a survécu à Mzee Kabila, il a survécu à Joseph et il est encore en train de survivre à Félix Tshisekedi. Donc il faudrait le prendre très au sérieux sur le plan politique. Parce que lui a vu ce que nous ne voyons pas encore. Donc en quelque sorte, Yali, pour être direct, en quelque sorte, il a peur.
Il a peur. Ils ont tous peur. En ce moment ici, c'est la panique au niveau des dignitaires qui ont entouré. Il faut que les gens le sachent. Il faut qu'on le sache. Il faut que les gens le sachent. Donc c'est sa panique, c'est cette peur dans le camp du FCC qui fait en sorte que nous vivions les apparitions médiatiques de Tambwe Mwamba et peut-être encore celui ou celle de Mabunda qui risque de ne pas s'attarder. Mais bien sûr, parce que Madame Mabunda était au portefeuille. Et nous connaissons les casseroles sales qu'elle a laissées là-bas. Parfois même des squelettes dans les placards. Nous le savons. Donc, et Alexis Tambwe Mwamba, avec Lord Kilomoto et tout ça, ils savent. Et lui, particulièrement, il est même sous mandat d'arrêt international. Il serait sous mandat d'arrêt international suite à leur mouvement de rébellion qu'ils ont eu à faire. Il y a eu un avion qui est tombé et qu'il a donné l'ordre. En fait, il a fait un communiqué en disant qu'ils avaient donné l'ordre à leurs soldats d'abattre cet avion-là. Donc, c'est pour cela que sa famille politique l'a placé dans une situation d'inattaquabilité. Donc, il est comme président du Sénat pour être protégé contre. Mais nous savons qu'aujourd'hui, les Américains sont en train de se battre derrière le président Félix Tshisekedi pour traquer tous ces mafieux. Et ils ont peur que le président de la République puisse céder afin qu'on puisse les arrêter. Donc, il faudrait maintenant créer cet embrouillement politique, cette confusion politique. En plein Covid-19. En plein Covid-19. Covid-19, oui. Covid-19, il faudrait que les gens le sachent aussi. Parce que quand on dit état d'urgence, c'est qu'on diminue le pouvoir de certaines institutions et on augmente le pouvoir du chef de l'État. Parlons-y, Ali. Parlons-y et chutons directement dans notre dernière question, qui était d'ailleurs la question majeure. État d'urgence sanitaire, effectivement, les pouvoirs que ça donne au président. Est-ce une occasion en or pour lui de mettre fin à cette récréation que nous vivons? Comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Donc, le Covid-19, déjà de 1, empêche les gens de s'enfuir, de sortir du pays. Il y en a un qui vient d'être arrêté en voulant traverser Brazzaville. Ah bon? Parce qu'il était arrêté, et on parle même du ministre des Finances, monsieur, son excellence Sélé Yalangouli. C'est des informations à vérifier. Il voudrait faire traverser cette personne-là, mais on l'a arrêté, on l'a ramené en prison. Donc il y a une panique générale, la chaîne est longue. On parle bien d'une mafia organisée en République démocratique du Congo. Donc Vital Kamerhe ne serait que la pointe de l'iceberg. Mais est-ce que dans cette mafia organisée, est-ce que le président lui-même y est impliqué? Parce que quand nous entendons le camp des détracteurs, c'est-à-dire nos propres frères et sœurs congolais, ils sont en train de parler, évidemment, moi j'entends beaucoup plus les gens qui sont derrière Fayoulou, qui sont derrière Banda, et qui sont en train de fomenter le discours selon lequel le président lui-même est impliqué dans cette mafia organisée par Vital Kamerhe. Et bientôt, c'est juste de la mascarade ce que nous voyons. Évidemment, je suis en train de dire ce que nous entendons et les vidéos que nous suivons des gens qui sont derrière Fayoulou et derrière Banda. Ils sont en train de multiplier justement les propos selon lesquels c'est de la mascarade, l'arrestation de Vital Kamerhe. Et c'est Félix qui va être dénoncé et jugé. Nous savons très bien que avec l'immunité qu'il a, un président ne peut pas être jugé présentement. Mais c'est ce discours que nous entendons. Et ce que tu es en train de dire maintenant, Yali, est-ce qu'il y a cacophonie? Est-ce qu'on peut parler d'une cacophonie? Est-ce que le président lui-même est impliqué dans cette mafia de Vital Kamerhe? Ou bien le président est vraiment en train, ou pourra vraiment saisir cette occasion en or d'état d'urgence pour qu'il puisse mettre fin à cette récréation, étant donné qu'il a plusieurs pouvoirs maintenant et qu'il peut décider seul maintenant sans le Congrès?
Oui, bon, il ne faut pas affirmer une chose et son contraire à la fois. Il ne faut pas dire que la justice va se retourner contre le président qui laisse faire cette même justice. Donc, soit que le président est complice et il tente de faire taire la justice, soit le président ne se reproche de rien et il laisse faire la justice. Donc, on ne peut pas, le président, quand vous le suivez dans les vidéos, il y a très longtemps, avant même qu'il ne soit le président de l'UDPS, il disait que nous allons instaurer un état de droit. Nous allons arrêter des criminels. Il le disait quand il était encore membre et cadre de l'UDPS. Il peut le dire sans le faire. Il peut le dire sans le faire. Maintenant qu'il est président, est-ce qu'il est dans ce rouage de Vital Kamerhe ou réellement c'est quelqu'un qui va saisir cette occasion pour finir la récréation? Les gens doivent arrêter de prendre leur fantasme pour la réalité. Il faut qu'ils arrêtent parce que je sais qu'ils rêvent de voir tomber le président Félix Tshisekedi. Mais moi, je dis en tant que citoyen, si c'est vrai que le président est dans le coup, mais encourageons la justice à faire son travail jusqu'au bout. Applaudissons la justice à faire son travail jusqu'au bout. Si ça va aller jusqu'au président de la République, que ça aille. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate que le président est serein, mais l'agitation est plus de l'autre côté. Il s'agite. Tout le monde s'agite, surtout les caciques de la Kabylie. Ils sont en effervescence comme le diable dans l'eau bénite. Ils s'agitent. Qu'on laisse la justice faire son travail, qu'on connaisse toute la vérité. Et moi, je préconise même, et je souhaite, je demande, je supplie que les tribunaux, le jugement soit public. Le procès soit public et non, à la télévision. On va pas souhaiter peut-être que ça passe à la télévision parce qu'avec la Covid-19, il faut que les gens restent chez eux et Ali. Comme je disais ensuite, il y a Ali. Quand je dis public, c'est la télévision publique, que ça passe par la télévision, que tout le monde entende. Comme on a vu avec la conférence nationale souveraine, que ça passe à la télévision parce que c'est une première. Les gens doivent se rappeler que c'est une première. Depuis 1960, on n'a jamais eu des arrestations de cette envergure. Yali, ok, tout à fait. Il nous reste juste 2 minutes en conclusion. Est-ce que cette occasion-ci peut être considérée comme une occasion en or pour le président? C'est une occasion en or. Le président, comme j'ai dit, Tambwe Mwamba voit ce que nous ne voyons pas. Le président a énormément de pouvoir en ce moment de confinement, en ce moment d'état d'urgence. Il a énormément de pouvoir pour faire accélérer. Oui, la justice est indépendante, reconnaissons-le, parce que c'est ça qui se passe, mais le pouvoir du président est énorme. Il peut gérer le pays par ordonnance présidentielle. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut juger de leur invalidation. Donc le président peut faire accélérer beaucoup de dossiers et mettre plusieurs personnes en résidence surveillée. Ceux qui seront accusés justement par la justice, ils pourront être neutralisés très rapidement et on pourra balayer le pays. Donc en éliminant le coronavirus, faisons un effort aussi pour éliminer par la même occasion le coronavirus, le virus de la corruption qui gangrène notre pays depuis très longtemps, depuis l'époque de Prima Kuria, où M. Alexis Tambwe Mwamba était membre. Yali, merci beaucoup. Voilà, donc je suis obligée d'aller vite pour couper. Il nous restait juste quelques secondes. Vous avez donc suivi Yali Toumba, analyste politique dans toute sa vigueur. Nous aurons l'occasion de le revoir dans notre émission, les prochaines émissions. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui et en souhaitant vraiment que le gouvernement ainsi que l'équipe mise en place de la Covid-19 puisse prendre ce problème au sérieux. Comme l'a très bien conclu Ali, nous éliminer et la Covid-19 et tous les parasites qui traînent ce pays vers le bas à chaque fois. Un dernier mot de la fin rapide, Ali. Oui, j'encourage tous nos compatriotes. Je suis très content de voir que
Aujourd'hui, le peuple congolais comprend que l'argent du Congo, c'est notre argent à tous. Quand nous nous les disions, depuis longtemps, on nous traitait des jaloux, on nous traitait des gens qui n'ont pas d'argent, qui jalousent ceux qui en ont. Cet argent-là qu'ils ont, c'est notre argent. C'est l'argent du peuple congolais. C'est l'argent des enfants de Boumou, c'est l'argent des enfants de Massina, c'est l'argent des enfants de Seremao, c'est l'argent des enfants de Kasaï, de Mataka, de Kivu, c'est notre argent. Ce n'est pas le leur, ce n'est pas l'argent de Hamida et de ses frères et de ses enfants pour qu'ils aient des comptes de 10 millions de dollars. C'est notre argent à tous et nous devons nous battre pour récupérer cet argent-là. Aucun dollar produit par le Congo ne doit aller de manière indue dans la poche des individus. Un grand merci Ali. Vous avez donc suivi Ali Toumba. Vous connaissez, vous savez l'énergie qu'il a lorsqu'il s'agit de la cause du Congo. Il ne ménage aucun effort pour ça. Donc, c'est sur cette note que nous allons vous laisser. En vous retrouvant la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner massivement sur notre chaîne Miv Le Rocher. Là, vous recevrez directement des notifications lorsque nous sommes en ligne. Mais vous pouvez aussi intervenir. Donc, plus vous abonnez, mieux ça vaut. Nous allons constituer un bloc de personnes qui réfléchissent pour le bien de notre société. On se retrouve la prochaine fois. C'était Miv la Grande Royale dans la réalisation de Henri Ndjecha. La technique également, la régie tenue par Henri Ndjecha. Dans la production du groupe Le Rocher. La paix dans vos familles et à la prochaine.